À l'époque de Faraday, un des très très grands physiciens et physico-chimistes du passé, on avait commencé à comprendre que les réactions d'oxydoréduction étaient liées à des échanges d'électrons. Ça, c'est la clé. Et on a vu la fois dernière que ce qu'on appelle un oxydant en chimie, c'est une substance qui a tendance à prendre des électrons, et un réducteur, c'est une substance qui a tendance à donner des électrons. C'est bon ça? Et une très très grande majorité de processus dans la biologie, dans la chimie naturelle, je veux dire en géochimie, etc., la grande majorité des réactions sont des réactions d'oxydoréduction. Par exemple, si on met du permanganate en présence de fer 2+, dans une solution, le permanganate, c'est du manganèse au degré d'oxydation +7. Le fer 2, donc comme son nom l'indique, fer 2+, eh bien, ce permanganate, le manganèse au degré d'oxydation +7, a envie de reprendre des électrons, et on voit effectivement, si on fait le processus, que ce manganèse 7 devient manganèse 2+, c'est-à-dire qu'il a récupéré 5 électrons, et le fer 2 a donné un électron pour donner du fer 3. Je parle volontairement doucement et dans le silence pour que ceux qui regarderont cette vidéo et ces explications comprennent bien et de manière très claire ces choses tout à fait fondamentales. Donc ça, vous avez compris. Et donc Faraday, qui a réalisé des expériences d'électrolyse, s'est rendu compte que ces phénomènes d'oxydoréduction correspondaient donc à des échanges d'électrons. Et on peut transformer une réaction d'oxydoréduction ou l'obliger, si vous voulez, à aller dans l'autre sens. C'est l'électrolyse. C'est ce qui est rappelé ici. Exemple, si vous faites réagir chimiquement du sodium avec du chlore, le sodium c'est le réducteur, le chlore c'est l'oxydant, vous faites une substance particulièrement stable, qu'on connaît tous, c'est NaCl. Et cette réaction est spontanée et irréversible en l'état. Sauf que vous pouvez maintenant forcer l'irréversibilité, mais donc en agissant bien sûr sur le système, en mettant des électrodes dans ce NaCl, et ça marche mieux si le NaCl est fondu, puisque les ions vont plus facilement voyager et se déplacer. Et si on fait ça, si on force un courant électrique, alors on voit que la réaction spontanée irréversible, on peut la réaliser dans l'autre sens. Ça veut dire que sur une électrode, on va récupérer du sodium, métal, et sur l'autre électrode, on peut régénérer du chlore gazeux. Ça veut bien dire qu'on a fait la réaction dans l'autre sens. Oui? Mais bien sûr, on a créé un montage qui s'oppose à la réaction spontanée et irréversible. Mais c'est comme ça que Faraday et ses contemporains avaient compris le lien entre l'électricité et les réactions d'oxydoréduction. C'est ça qu'il faut comprendre à ce stade. Donc ensuite, l'idée absolument géniale de Faraday, de Daniel, etc., c'est de dire, dans une réaction spontanée et irréversible qu'on fait dans un récipient, dans un bécher, dans un réacteur quelconque, eh bien les échanges d'électrons, ils se font dans l'intimité de la matière. Vous voyez, entre l'oxydant et le réducteur, mais nous, on ne voit pas ces échanges d'électrons. On conclut, en fonction de ce qu'on voit à la fin, qu'il y a eu des échanges d'électrons. Mais vous êtes d'accord que vous ne les voyez pas. On ne voit rien. On ne voit pas
phénomènes électriques dans les solutions. Alors la grande idée, que je trouve absolument magnifique de ces gens-là, c'est de dire, cette réaction spontanée irréversible, est-ce que je ne pourrais pas la faire en obligeant l'oxydant et le réducteur à être séparés par quelque chose, de telle manière que l'échange d'électrons ne peut pas s'effectuer directement entre eux deux, mais en obligeant l'échange d'électrons à suivre un autre chemin. Et l'autre chemin, bien évidemment, ça va être un conducteur électrique ou électronique, comme vous voulez. Et donc c'est ça l'idée, c'est est-ce que je suis capable de faire une réaction d'oxydoréduction en séparant l'oxydant et le réducteur, et est-ce que cette réaction va quand même se faire? Alors vous imaginez bien, si on l'explique, c'est que la réponse est oui, et ceci a été confirmé dans un premier système qu'on explique un peu partout, c'est cette fameuse pile qui porte le nom de son inventeur, la pile Daniell. Donc elle est représentée sur la diapositive. Alors qu'est-ce qu'on fait pour voir si cette idée de séparer l'oxydant et le réducteur fonctionne? Et ensuite, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? Alors on prend par exemple du zinc. C'est un métal, et on sait que ce zinc, assez facilement, il a tendance à perdre ses électrons pour former Zn2+. Donc il a une tendance en fait à être un réducteur, ce zinc, il donne ses électrons. Et donc en face, on va mettre quelque chose qui est capable de prendre des électrons, par exemple le cuivre 2+. Le cuivre 2+, est un petit oxydant. On verra tout à l'heure les potentiels, puisque ceci a été rationalisé en termes de potentiel et de force électromotrice de ces piles. Mais on verra qu'effectivement, le cuivre 2+, il aime bien reprendre 2 électrons pour former du cuivre métallique. Ça va jusque-là? Donc la réaction chimique qu'on peut tester et qui est spontanée et irréversible, c'est le zinc, métal, plus cuivre 2+, donne effectivement du zinc 2+, plus du cuivre métal. Ça va? Là, vous êtes obligé de me croire sur parole, pour l'instant. Mais si vous faites cette expérience chez vous, vous verrez, cette expérience fonctionne. Alors maintenant, l'idée de Faraday & Co., c'est de dire, moi je ne veux pas que la réaction intimiste entre le zinc et le cuivre se produise, donc il faut que mon zinc et mon cuivre, je les positionne dans 2 compartiments séparés. Vous comprenez l'idée? Oui. Alors c'est ce qu'il fait, c'est qu'il met une électrode, donc le zinc métallique, c'est une électrode, et de l'autre côté du cuivre 2+. Et maintenant, on se dit, alors, je veux obliger cette réaction à se faire, mais en proposant aux électrons de choisir un chemin pour partir du zinc et rencontrer le cuivre 2+. Et parce que notre hypothèse, c'est que d'habitude, cet échange d'électrons, il se fait dans l'intimité du contact entre ces 2 éléments. Alors pour faire ça, on peut faire le montage suivant. Vous mettez effectivement un fil électrique à partir, vous savez, du morceau de zinc là, qui est dans votre solution. Et de l'autre côté, alors vous pouvez mettre n'importe quelle électrode a priori, mais le mieux, c'est de mettre une électrode de cuivre. Le cuivre métal, vous savez, qui est le réducteur associé à l'oxydant de notre système cuivre 2+. Donc le mieux, c'est je prends une électrode de cuivre, et cette électrode de cuivre, je la trempe dans ma solution de cuivre 2+. Et pour rendre les choses cohérentes, en particulier en termes de mesure de potentiel, je peux même mettre un tout petit peu de Zn2+ dans la solution de gauche où trempe l'électrode de zinc. À ce moment-là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un couple redox
Zn2 plus Zn à gauche, et de l'autre côté, on a cuivre 2 plus cuivre 0 à droite. Et on met un fil électrique entre les deux morceaux métalliques, mais des métaux différents, bien sûr. Et là, on regarde par un millivoltmètre s'il y a une différence de potentiel qui apparaît dans ce système. Et oui, effectivement, vous voyez l'aiguille se déplacer et elle indique à peu près 1,1 volts. C'est un potentiel pour l'instant qu'on mesure. Alors, probablement, vous avez vu en électricité que le potentiel et le courant électrique, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en mesurant un potentiel ici, il n'y a pas de courant électrique. Les électrons ne se déplacent pas. Mais il y a un potentiel. Ça veut dire que potentiellement, un courant pourrait se déplacer. Et d'ailleurs, si vous laissez juste comme ça, eh bien, vous voyez votre zinc, si vous mesurez sa masse, ben, ça ne change pas. Et de l'autre côté, le cuivre 2 plus ou le cuivre, si vous mesurez sa masse, ça ne change pas non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction pour l'instant. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, alors on pourrait se dire, bon, ça ne marche pas alors ce système. Mais qu'est-ce qui empêche en fait que ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Parce que si un électron voulait partir du zinc pour donc libérer un atome métallique de zinc et former du Zn2+, vous voyez, du côté gauche, eh bien la solution serait à ce moment-là chargée positivement. Vous êtes d'accord? Parce qu'on viendrait mettre des ions 2+ dans la solution. Là. Et ceci, bien sûr, empêche l'électron de migrer et de partir du zinc. Vous savez, c'est comme un filet en fait. Ça maintient l'électron. La solution devient chargée et cette charge de la solution empêche tout mouvement électronique de partir de l'électrode de zinc. On retient le concept qu'une solution comme ça à l'air ne peut pas être chargée électriquement. C'est impossible. Vous voyez ? Énergétiquement, c'est énorme comme énergie électrique si on voulait charger une solution. Donc ceci ne fonctionne pas pour cette raison. Et d'ailleurs, de l'autre côté, de la même manière, vous voyez, si vous arrivez avec un électron, eh bien, le cuivre 2+ dans la solution aurait envie de prendre ces électrons, et à ce moment-là, votre solution deviendrait négative de l'autre côté. Vous êtes d'accord? D'un côté positif, de l'autre côté négatif. Et ceci, si vous ne faites rien pour compenser ces charges, ça ne fonctionne pas. Alors, on a trouvé une astuce pour compenser les charges, c'est qu'on va mettre quelque chose entre les deux solutions qui n'est pas conducteur d'électrons, mais qui peut conduire des ions. Et ceci existe, ça s'appelle un pont salin. On l'appelle comme ça. Et dans ce pont salin, par exemple, on peut mettre KCl ou KNO3, comme vous voulez. Et dès que vous mettez votre pont salin entre les deux compartiments, alors non seulement vous voyez bien sûr la différence de potentiel, mais cette fois-ci, si vous mettez un ampèremètre dans votre système électrique, vous voyez un courant électrique passer. Ça veut dire que la réaction se produit et effectivement, au bout d'un certain temps, comme je l'ai représenté sur mon petit dessin, vous voyez que l'électrode de zinc est consommée. Et si vous mesuriez la concentration de zinc 2+ dans la solution, vous verriez que la concentration devient de plus en plus importante. Ça veut dire que le zinc est oxydé en Zn2+. Et il va où l'électron? L'électron, il va bien dans le circuit électrique, puisqu'on mesure un courant électrique. Cet électron arrive au niveau du cuivre, qui d'ailleurs est un très bon conducteur électronique, jusqu'à sa surface. Et, en tout cas, ça pousse les électrons jusqu'à la surface. Et à la surface, ces électrons, ils sont en contact avec des ions cuivre 2+. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous réduisez le cuivre 2+ directement sur l'électrode de cuivre, et vous voyez l'électrode de cuivre qui augmente sa masse petit à petit. Donc, le système fonctionne.
Alors comment est-ce qu'on compense les charges? C'est indiqué sur le dessin. Du côté du zinc, donc on produit des zinc de plus, on est d'accord, hein? Donc il faut compenser la charge. Comment est-ce qu'on compense la charge? Comment elle se compense en fait? Ça se fait tout seul. Eh bien, les ions chlorure par exemple, hein, ou NO3-, arrivent dans la solution et compensent les charges de l'excès de Zn de plus. Et de l'autre côté, bien évidemment, on perd des cuivres de plus, et donc normalement la solution devient négative, hein, et elle est compensée par l'apparition dans la solution des ions K+. Oui, donc on compense les charges, ce qui permet bien sûr aux électrons d'aller circuler dans le fil, et ceci bien sûr correspond à une mesure expérimentale qu'on peut faire et refaire. Et vous voyez, pourquoi je prends un peu de temps pour décrire cette pile? D'une part parce que c'est lié à des phénomènes d'oxydoréduction, bien évidemment, mais aussi parce que c'est une invention majeure dans nos sociétés. La pile, l'électricité, le stockage d'électricité, c'est quelque chose avec lequel on est tout le temps en contact. Vous, dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs, etc., vos montres, même dans les voitures maintenant, il y a des systèmes qui fonctionnent sur le principe de cette pile Daniel, un système électrochimique. Et je vous rappelle, mais je vous l'avais déjà dit, c'est totalement d'actualité puisque cette année, le prix Nobel de chimie a été attribué à 3 chercheurs qui ont travaillé sur les piles à base de lithium. Mais je vous l'avais déjà dit, hein, j'ai même inséré dans une des vidéos, vous savez, le visage, les dessins des 3 chercheurs. Mais moi, je connaissais surtout un des chercheurs, le plus ancien, le plus vieux, qui s'appelle John Goodenough, qui a 97 ans. Et je l'ai connu à travers les livres, hein, qu'on nous présentait déjà quand j'étais jeune étudiant et que mes professeurs eux-mêmes connaissaient quand ils étaient eux-mêmes étudiants.